Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui à mon petit entretien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir un ancien enseignant ici au Collège Édouard Montpetit et je parle bien sûr de Richard Lagrange. Bonjour Richard, comment vas-tu? Très bien, Danilo. Ok, avant de continuer, je voudrais dire quelques mots sur Richard. Richard, comme je l'ai dit tantôt, a déjà enseigné ici au CGP Édouard Montpetit. Je crois qu'il t'a enseigné pendant quelques 20 ans. Oui, une vingtaine d'années, mais j'avais commencé ma carrière à Mont-Laurier, donc au Grand Nord. Et de toute manière, je ne voudrais pas trop commencer à prendre la parole. Je vais te laisser poser les questions parce Ok, que sans si je problème. commence, il va falloir m'arrêter. Tout simplement pour dire que Richard est à son 6e livre, sa 6e publication. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de son dernier ouvrage qui s'appelle Les pays rêvés du curé Lavelle, de l'Ottawa jusqu'au Manitoba, publié par les presses de l'Université Laval dans la collection Perspectives de l'Ouest. Avant de commencer avec les questions, Richard, si tu le permets bien, je voudrais vous en glisser quelques mots sur les personnages historiques du François-Xavier Antoine Lavelle, mieux connu sous le nom de Curé Lavelle. Il naît en 1833. Il est ordonné prêtre en 1856 à l'âge de 23 ans. Il va avoir par la suite 2 affectations. La première dans la paroisse Saint-Antoine d'Abbé, dans les cantons de Huntington, et plus tard, en 1863, à Saint-Bernard-de-la-Colle. Ces 2 affectations ont fait en sorte que le curé Lavelle a pu voir l'exode massif des Canadiens français vers les États-Unis. À cette époque, les Canadiens français cherchaient une perspective d'emploi et c'est aux États-Unis que cela s'est présenté quand même assez bien. Cela s'est traduit par l'exode de quelques 800 000 Canadiens français vers les États-Unis. Et puisqu'il a vu l'exode des Canadiens français, à partir de ce moment-là, Antoine Lavelle va faire de sa prêtrise un combat pour la colonisation des terres du nord du Québec. En 1867, alors que, puis on va en parler tantôt, en 1867, alors qu'il est un jeune curé, il fait la demande d'émigrer aux États-Unis, donc de suivre un peu cette vague d'immigration vers les États-Unis. C'est à ce moment-là que l'évêque Bourget va lui donner la prêtrise à Saint-Jérôme. Il va devenir le curé de Saint-Jérôme. Et c'est à partir de là qu'il va commencer toute sa militance pour la colonisation du nord des Laurentides pour étendre l'espace des Canadiens français au Canada. En 1879, il va fonder la SCDM, la Société de colonisation du diocèse de Montréal. Entre 1885 et 1890, il va effectuer 2 voyages à l'étranger, en Europe, pour chercher des colons, car son projet de colonisation vise également à amener des colons de l'Europe, des colons catholiques, bien entendu, et francophones. En 1886, c'est quand même assez important de le souligner, puis nous allons l'aborder tantôt avec Richard, il va assumer un rôle politique. Il va devenir sous-ministre du département de l'agriculture et de la colonisation sous le gouvernement libéral d'Honoré Mercier. En tout, il fera autour de 29 voyages dans le Nord pour la colonisation. Et finalement, en 1891, après son 12e voyage, François-Xavier Antoine Lavelle va décéder au Québec à l'âge de... Quel âge avait-il quand il est mort? Quand il est mort, Oui. 57 ans. À l'âge de 57. 57 ans. Donc, après cette bref survol sur la vie du curé Lavelle, j'ai le goût de te demander une question, Richard, et en même temps 2 sous-questions. Premièrement, pourquoi faire une nouvelle étude sur le curé Lavelle? Et deuxièmement, quelle était l'image du personnage dans les anciens, dans les études précédentes du curé Lavelle? Tu en parles dans ton livre. Je te donne la parole. Eh bien, merci pour l'invitation. Je vais commencer par vous dire que ce personnage, c'est lui qui est venu à moi. Et c'est pas un sujet de recherche personnelle sur le curé Lavelle. C'est pas mon choix. Tout simplement parce que lorsque j'ai terminé mes études à l'université à Montréal, on cherche comme tout le monde des emplois.
Et le premier emploi que j'ai eu, c'était d'abord comme chercheur en histoire. Mes premières années, c'est pas dans l'enseignement, c'est comme dans la recherche en histoire. Et j'ai eu un premier contrat qu'on m'a offert en sortant de l'université, c'était de faire une monographie. Donc, un premier exercice que je vous souhaite à tous à vivre éventuellement, un premier exercice d'écriture, de recherche et d'un contact avec les archives. Foncièrement, la définition du métier d'un historien, au-delà de l'enseignement, c'est de travailler avec les archives. Et c'est là qu'on peut renouveler l'histoire et peut-être apporter sa petite pierre dans l'historiographie. Ce livre, j'espère, est cette petite pierre, bien humble de ma part, sur un sujet qui a été effectivement très étudié depuis très longtemps. Et c'est ça qu'à ce moment-là, donc, je me suis retrouvé à une monographie qui était à l'époque Labelle, qui est la municipalité de Labelle, qui est au nord de Saint-Jovite, qui est au nord de Mont-Tremblant. Alors, je me retrouve à ce moment-là dans une région qu'on appelle la Vallée de la Rouge. Moi qui pars de Montréal, hein? Je suis du West Island, j'aboutis dans Mont-Laurier, dans une région, et auquel j'avais aucun contact dans la mesure où mes études à l'université ne me préparaient pas à aller en région et faire des histoires régionales. Et donc, en arrivant là, donc j'ai fait cette monographie, cette recherche dans les archives. Et systématiquement, au-delà de Mont-Tremblant, c'est un personnage de Curé Labelle qui est incontournable. C'est là que j'ai eu ma rencontre avec lui, en fait. Donc, c'est lui qui venait à moi. Et à mesure que je fouillais ce personnage, les monographies, et quand vous êtes historien et vous êtes à quelque part dans une région où ils sont rares, les historiens, ils sont plus nombreux dans les zones urbaines, on me demandait souvent de parler de la colonisation. Parce qu'imaginez-vous, parce qu'on croit qu'on est en région, qu'on connaît son histoire. Et ma grande découverte, et dans bien d'autres sujets, hein, c'est pas seulement dans la colonisation, là. Moi, mes domaines sont beaucoup plus larges, mais je découvrais quelque part que j'étais celui qui pouvait articuler, faire de la recherche, pousser, avancer et rédiger pour la première fois une histoire qui n'était pas connue par les gens de la Vallée de la Rouge, donc de la municipalité de Labelle. Et plus je poussais ma recherche et plus les gens me demandaient maintenant, « Non, mais Richard, là, maintenant, il faut faire des conférences. » Moi, je n'étais pas du tout préparé à des conférences. Alors, OK, comment on fait des conférences? Donc, je commence à faire des conférences. Et depuis donc, ce contrat qui date de 1977-1978, c'est quand même un long parcours que je ne regrette pas parce que ce long parcours m'a amené à entrer dans l'enseignement collégial, que j'ai eu un plaisir énorme. Et mon travail au collégial, ça a été à Mont-Laurier, parce qu'au cégep de Saint-Jérôme, où j'étais attaché, personne ne voulait aller à Mont-Laurier. Vu que j'étais jeune prof, c'est là qu'on m'envoyait en disant « Ben, mon cher Richard, c'est là que tu vas aboutir, tu vas gagner ton expérience à Mont-Laurier. » Et à Mont-Laurier, on est au cœur, hein, à la Belle, Annonciation, Nomineng, pour ceux qui connaissent un peu la région. On est au cœur du centre d'activité coloniale, de colonisation du Curé-Labelle. On est au centre. Et là, en faisant des conférences, j'avais un historien, Yvan Lamonde, que j'aime beaucoup, qui est un historien à connaître, qui me disait « Richard, c'est très bon comme expérience. Les conférences t'aident beaucoup à pousser ta recherche et même beaucoup ce que le public pose comme question. » Alors, parce que comme historien, on a nos questions à nous personnelles, nos écoles historiques, mais on a nos limites également. Mais quand on rencontre les gens en conférence, il y a les questions qui nous arrivent, qui nous étonnent, que je prends en note, que je continue à fouiller. Ce qui fait que, imaginez ce livre, j'en ai écrit d'autres, là. J'ai pas passé ma vie avec le Curé Labelle, là, quand même, mais ce livre date de 1977, 1978, et je suis arrivé à avoir cette maturité d'une matière où je pouvais me permettre de dire « je dépasse les autres ». Comme dans une course, je dépasse les autres pour amener quelque chose de nouveau. Et puis, les presses de l'Université Laval, à qui j'ai déposé mon manuscrit, ils l'ont lu immédiatement en disant, OK, non seulement on le publie, mais c'est toi qui vas être celui qu'on veut publier sur cette période-là. Alors, c'est les presses de l'Université Laval, mais regardez bien, parce que la collection des presses de l'Université Laval a plusieurs options. Moi, les presses de l'Université Laval, c'est l'option perspective de l'Ouest. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai découvert avec le Curé Labelle, et c'est plus qu'un curé, là, c'est un personnage historique qui dépasse toute dimension parce qu'on porte la soutane ou l'habit qu'on veut bien dans la société, mais on est aussi quelque chose d'autre qu'une soutane ou qu'un
qu'un porte de casquette de policier ou n'importe quoi. Et ce personnage-là, en fait, pourquoi l'Ouest canadien les a attachés à publier ce livre-là, c'est parce qu'il avait établi énormément de liens avec l'Ouest, le Canada français, qu'à l'époque, aujourd'hui, c'est un vocable presque disparu. Mais à l'époque, on s'identifiait en termes de Canadiens français. Et le Curé Labelle s'inscrit dans cette perspective de l'Ouest qu'on avait oubliée. Et je ne sais pas si on va parler des émissions de télé sur le Curé Labelle, les Pays d'en haut, mais vous allez bien comprendre que l'ouvrage que j'ai publié dépasse et de loin le divertissement qu'on a porté sur le Curé Labelle à la télévision. En introduction, tu abordes un peu les différentes études qui ont été faites au préalable, auparavant plutôt par différents historiens et sociologues même. Et tu établis que l'image du curé Labelle, parfois adulée, d'autres fois très critiquée. Ma question est, dans ton étude, dans ta synthèse, est-ce que tu as voulu humaniser les personnages, dans le sens que le curé Labelle que tu nous présentes est aux prises avec des contradictions, avec des victoires, mais aussi avec des échecs? C'est bien parce que c'est une question où, dans notre histoire et même dans les dernières émissions, on a fait un peu l'apologie du curé Labelle. On en a fait même certains, je connais, j'ai des amis qui sont devenus des admirateurs du curé Labelle. Ils collectionnent tout ce qu'il y a du curé Labelle. Toutes les petites choses qu'ils vont chercher dans les encans, etc. Je veux dire, je ne suis pas là. Non, pas du tout. Parce que, justement, dans l'historiographie, donc la somme des historiens, et je dis bien historiens, là, j'élimine les gens qui ont des opinions diverses, mais qui sont de discipline, des journalistes, etc., que je les respecte dans leur métier, mais je vais m'en tenir uniquement à la démarche historique, comme historien. On a écrit sur le curé Labelle dès sa mort. Dès sa mort, le monseigneur Duhamel d'Ottawa a demandé qu'on rédige déjà en 1898, là, je ne vais pas me tromper parce que c'est pas parce qu'on est historien qu'on a toutes les dates en tête. Dès la fin du 19e siècle, monseigneur Duhamel, qui était proche du curé Labelle, a demandé il faudrait écrire un livre sur la région et le curé Labelle. Donc, dès 1898, on écrit sur lui. Et cet élan-là, sur lui, c'était très... et c'était le clergé qui écrivait à l'époque. Hein. D'ailleurs, vous verrez que dans les paroisses, très souvent, les historiens, les auteurs, c'est souvent des membres du clergé. Alors que les premiers auteurs en histoire, ça a été des membres du clergé. Celui qui était le plus important, s'il faut en nommer un, c'est Joseph Élie Auclair, qui est un abbé, mais qui est un historien, qui a écrit un livre qui reste encore une référence en 1930 sur le curé Labelle, et que tous les autres historiens, d'ailleurs, qui vont le succéder à Auclair, vont abondamment encore prendre la matière à l'intérieur de cet ouvrage-là pour dire qu'il est bien écrit. Donc, c'était une position, lui, déjà Auclair, c'était une position qui était pro-cléricale, va de soi, vu que c'était un prêtre historien. Les autres qui vont lui succéder, c'est très la version nationaliste qui va être mise de l'avant. Et il va arriver quand même un historien, je ne sais pas si Danilo, tu voulais qu'on aborde, mais il va arriver des historiens un peu plus, je dirais, portés sur la représentation idéologique de la colonisation. Et on est à la fin des années 1970. Dans cette période-là, on est à l'université, on étudiait beaucoup le clergé, mais l'ultramontanisme. Et Monseigneur Bourget, qui était de Montréal, qui était le porte-étendard de cette idéologie-là qui est l'ultramontanisme. Et dans cette période-là, les historiens se sont beaucoup intéressés à ça. Même en France, en Europe, un peu partout, il y a eu vous savez, il y a un moment de mode qui concentre les recherches. Et cette fois-ci, même en Europe, c'était le messianisme, l'ultramontanisme, l'utopisme. Et les deux historiens qui vont s'intéresser au curé Labelle, Christian Morissonneau, et particulièrement Gabriel Dussault. Gabriel Dussault qui va écrire une thèse de doctorat sur le curé Labelle. Une grosse thèse qui a été publiée en 1983, je crois, et dans laquelle il va pousser très loin la représentation du messianisme. Il va dire, en associant le peuple québécois comme un peuple élu, comme les Israéliens modernes,
un peuple élu dont choisi par la main de Dieu, façonné par la main de Dieu. Et la religion va être à ce moment-là au cœur de la définition de la nation québécoise. Gabriel Dussault va effectivement pousser très loin ce qu'on appelle l'angle un peu de Weber, qui est une angle d'analyse du messianisme. Et il va faire du Curé-Labelle un peu le Messie, l'apôtre de la colonisation. D'ailleurs, le thème va arriver, l'apôtre de la colonisation. Et il va identifier la société québécoise comme étant une société menacée par sa survie, donc la survivance culturelle. Et donc, à ce moment-là, Dussault va mettre beaucoup l'accent sur ce... Et moi, comme historien, ça me dérangeait un peu, parce que la représentation est intéressante, mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était comment la colonisation se faisait sur le terrain, ce qu'on appelle la morphologie, la réalité de la colonisation comme telle. Donc, je pourrais dire que Gabriel Dussault, ça a été celui qui a eu la plus grande contribution qui a été apportée sur ce sujet-là, qui est le Curé-Labelle. OK. Allô? On m'entend? Oui. 1, 2. Oui, OK. Pour revenir un peu au personnage du Curé-Labelle, moi, en lisant ton ouvrage, comme je l'ai précisé tantôt, je vois une tentative d'humaniser un personnage avec ses contradictions, ses doutes. Okay? Et si bien il devient les champions de la survivance, de la survie des Canadiens français à travers la colonisation, c'est son projet. Il y a 2 périodes dans sa vie dans lesquelles il doute. En 1863, il a demandé à migrer aux États-Unis. Et en 1873, 10 ans plus tard, il est pour l'annexion du Québec vers les États-Unis. Comment on explique ça? Le Curé-Labelle, c'est un personnage que je dis qui, à mon avis, a vécu les drames. Et quand on parle de la survie, il faut se rapprocher tout de suite à la période de son enfance. Lorsqu'il est né en 1833, je vous rappelle, 1833, on est proche des rébellions de 1837-1838, des patriotes, d'un projet de société. Et il demeure à Sainte-Rose. Sainte-Rose était, pour avoir écrit sur les rébellions du comté de Terrebonne, donc Sainte-Rose, Sainte-Rose était un village, une paroisse qui était très actif au niveau politique. Il y avait là une association des patriotes, qu'on appelait les Frères Chasseurs, qui avait déjà aussi des assemblées générales favorables à l'indépendance du Bas-Canada à l'époque. Et Labelle, son père est cordonnier proche de l'église au village, et était un centre où, comme les forgerons, il y a un métier où tout le monde vient jaser et parler chez son père. Et le jeune Labelle entend tout ça, parce qu'à Sainte-Rose, c'est un lieu où il y a des assemblées générales, il y a plus de 1000 personnes qui y assistent, des patriotes, et qui vont mettre sur pied des associations qui sont vraiment très dynamiques, très articulées. Et le Curé-Labelle, lui, il entend tout ça. Hein? Et il va vivre également parce que Sainte-Rose, je ne sais pas si géographiquement ça vous situe, mais vous êtes proche de Saint-Eustache. Alors, quand il va y avoir à Saint-Eustache la rébellion, qui va être écrasée par les Britanniques, et John Colborne, qui va être celui qui va être à la tête des Britanniques, eh bien, l'armée de John Colborne, qu'on appelle le Vieux Brûlot, passe à Sainte-Rose, donc passe dans le village du Curé-Labelle. Non seulement toute l'armée, mais le jeune Curé-Labelle entend évidemment ce qui est les affres d'une guerre, comme en Ukraine. C'est vraiment la poudre, les odeurs, les coups de fusil, les coups de canon. Et il revoit par la suite, à la fin de cette répression, les patriotes revenir attachés dans les charrettes, et ça passe devant chez lui, à Sainte-Rose. Donc, pour le jeune, c'est quelque chose qui, effectivement, qui va le troubler. C'est un discours politique qui va durer longtemps. D'ailleurs, son ouvrage, dans cette survie-là, il naît quelque chose, cette idée-là chez Labelle, de la survie, de la menace pour lui des Canadiens français. Et il va d'ailleurs, il ne s'en cachera pas, hein, parce que le Curé-Labelle, ce qui est agréable à lire dans ses archives, c'est qu'on est loin de l'écriture biblique. C'est quelqu'un vraiment qui écrit crûment, franchement, ses idées. Et il souhaite reconquérir les conquérants. Il va nommer les protestants, les anglo-protestants, comme une menace.
Il va vouloir justement prendre la place et déloger les anglo-protestants. Donc, cette survie-là naît donc très jeune chez le curé Labelle. Et lorsqu'il y a eu cette répression, les patriotes de 1837, 1838, il ne faut pas l'oublier, plusieurs vont être exilés parmi l'élite politique de l'époque. Plusieurs sont exilés. Ils ont fui en France, plusieurs sont emprisonnés. En fait, toute cette élite laïque disparaît un peu et l'Église va la remplacer. Pour un jeune comme Labelle, qui voit qu'il y a un avenue important qui prend la place de cette société laïque politique que les patriotes ont voulu, l'Église la remplace. La religion vient prendre un peu la place pour diriger la société. Et Labelle, il voit là une perspective d'avenir pour lui. Pourquoi pas le métier comme membre du clergé. Et ça tombe en même temps que, comme je le mentionnais tout à l'heure, l'ultramontanisme, Monseigneur Bourget, il y a une effervescence religieuse là, à ce moment-là au Bas-Canada qui vient vous attracter comme un aimant, là, qui vient vous chercher. Et Labelle, il voit là une avenue. Il va donc poursuivre des études au séminaire de Sainte-Thérèse, au Grand Séminaire de Montréal, et il va côtoyer évidemment et devenir très proche de Monseigneur Bourget, qui, à l'époque, la nation se définissait beaucoup sur une idéologie de conservation entre la nation, la religion, la foi, la langue française. C'était comme un peu les trois fleurons qui définissaient la société de l'époque. Et Labelle va s'identifier. Monseigneur Bourget, qui est un évêque très important à l'époque à Montréal, va être très proche, un allié de Labelle, qui va l'appuyer dans tous ses projets. Et de là, donc, à ce moment-là, l'idée de la survivance. L'autre drame, c'est qu'il se trouve donc à avoir deux paroisses que Danilo a mentionnées, Saint-Antoine-d'Abbé et Saint-Bernard-de-la-Colle, qui se trouvent à la frontière américaine ici. Vous n'êtes pas loin d'ici. Et comme curé, le curé Labelle, dans ces deux paroisses, il va voir passer chez lui, devant lui, sur son balcon, des charrettes et des centaines de familles qui migrent aux États-Unis. Et ces centaines, on parle de 800 000 Québécois qui, dans cette période-là, va quitter Québec. C'est un drame. Ça va devenir une crise. Pourquoi? Vous imaginez un peu aujourd'hui, si vous imaginez qu'un Québécois sur trois émigre aux États-Unis. Et c'est un peu ce que vivaient les gens à l'époque. Une famille sur trois immigrait avec les oncles, les tantes, les grands-parents, les petits-enfants. Tout le monde se retrouvait aux États-Unis. Et le curé Labelle va voir ça comme un drame parce qu'il va parler, une saignée nationale. Il va voir là une question de survie parce qu'un trop grand nombre des Québécois quittent pour aller aux États-Unis. On peut comprendre les Québécois qui partaient aux États-Unis, c'était pour améliorer leur sort. C'est une question socio-économique. La vallée du Saint-Laurent était une région qui était agricole entièrement saturée. 85 % de la population à l'époque étaient des agriculteurs. C'est le métier qu'ils connaissaient. Les terres de la vallée du Saint-Laurent sont saturées. Il n'y a plus de terres disponibles. Donc, ces familles qui sont très nombreuses, on parle en moyenne de 6 enfants, mais vous imaginez bien qu'il y avait des familles qui en avaient 10, 12, mais en moyenne, c'est 6. Voyant qu'il n'y avait pas d'ouverture pour l'agriculture, que les terres étaient saturées, ce qui leur restait comme option, c'est d'aller aux États-Unis. Et aller aux États-Unis, à l'époque, c'était aussi facile qu'aujourd'hui. On y était en moins d'1 heure, 2 heures. Et vous vous trouvez dans les manufactures. Ils étaient si nombreux, les Québécois, en Nouvelle-Angleterre principalement, qu'on appelait ça les Petits Québec ou les Petits Canada. On y parlait français. On avait une centaine de journaux en français. Hein. Il y avait les paroisses, il y avait des curés francophones. Vous aviez les écoles, les couvents, les collèges. Donc, les gens se sentaient chez eux. Ils ne se sentaient pas menacés, les Canadiens français qui avaient choisi d'aller aux États-Unis. Mais le curé Labelle en a vu comme une survivance, une question de survie. Donc, le deuxième drame est celui-ci. Oui, le curé Labelle était une période de découragement. Quand il était à Saint-Bernard-de-la-Colle, qui voit ce courant fort vers les États-Unis, eh bien, il a été attiré d'y aller aussi. Il a voulu, effectivement, se joindre à cette cohorte et d'aller aux États-Unis, parce qu'il se disait qu'aux États-Unis, même les paroisses étaient sûrement plus riches que celles qu'on a au Québec, qu'elles allaient vivre une meilleure
vit aux États-Unis. Et il a fait une demande à ce moment-là à Monseigneur Bourget de Montréal d'aller aux États-Unis. C'est une époque dans laquelle l'Église catholique joue un rôle prépondérant dans l'identité des Canadiens français. Et ça, dans cette définition de l'identité des Canadiens français pour l'Église, l'appartenance ou la possession de la terre est extrêmement importante. Donc, pour eux, le Canadien français, c'est la campagne, c'est la terre, c'est l'agriculture. En lisant ton livre, je me rends compte que les curés Labelle, ils voulaient coloniser le Nord, bien entendu, mais c'était plus qu'une colonisation agricole. Et je m'explique. Il va recruter parmi l'élite. Il va chercher des hommes d'affaires. Il va vouloir créer des industries, va vouloir développer le chemin de fer, des routes, développer la ville. D'ailleurs, à Saint-Jérôme, c'est ce qu'il va faire. Il va développer une grande ville. Ma question est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction avec les projets initiaux de l'Église, c'est-à-dire qu'il veut aller plus loin que ce que l'Église demande? Et si oui, a-t-il eu des résistances de la part de l'Église? Eh bien oui, c'est sûr que l'Église, d'ailleurs, c'est ce qui en fait un personnage qui est marginal, qu'on n'appréciera pas énormément non plus dans l'Église et que Monseigneur Fabre, qui va succéder à Monseigneur Bourget, va lui faire la guerre. C'est un curé qui dérange, un curé de campagne qui est plus grand que ce qu'on demande à un curé de s'occuper d'une paroisse. Lui, il a pris finalement le pays sur ses épaules à quelque part, comme d'autres individus de cette époque. Mais il faut situer que justement, lorsqu'il a pensé à immigrer aux États-Unis, ce qui va se passer, c'est que Monseigneur Bourget, qui est l'évêque de Montréal, ne veut pas perdre ce curé qu'il connaît bien. Il va lui offrir la cure de Saint-Jérôme. Mais imaginez bien que Saint-Jérôme, c'est pas Saint-Jérôme d'aujourd'hui. Saint-Jérôme, à l'époque, c'était comme la fin du monde. Là. On est au bout de la colonisation. Certains parleront de la civilisation. Là. Et on lui offre cette paroisse qui est Saint-Jérôme, qui a 4000 habitants à l'époque. C'est beaucoup. Et c'est déjà une paroisse qui connaît l'industrialisation, les manufactures, il y a les ponts, les routes, il y a des couvents, il y a des écoles, un marché. Mais là, il rencontre, évidemment, le curé Labelle, lui, il rencontre une petite bourgeoisie, la petite bourgeoisie d'affaires locale, jéromienne, et qui ont déjà, eux, depuis très longtemps, des projets de chemin de fer. Ah, c'est pas nouveau, là, c'est pas le curé Labelle qui amène ça. Très longtemps, la petite bourgeoisie qui veut grossir, hein, et qui regarde le nord, qui s'ouvre devant eux à une forêt abondante, et avec les mines, des pouvoirs d'eau, ils voyaient le chemin de fer, des routes, et une bourgeoisie qui veut quand même, comme on dit, capitaliser. Le curé Labelle fait cette rencontre de cette petite bourgeoisie. Et là, c'est là que le curé Labelle, écoutez, des choses arrivent de circonstances politiques, économiques, hein, c'est pas des choses qui arrivent comme ça, qui tombent du ciel, mais des circonstances historiques arrivent que cette petite bourgeoisie-là, qui voudrait bouger et aller vers le nord et qui pense aux ressources naturelles qui sont là pour les développer, arrive en même temps que le gouvernement du Québec de l'époque va voter une loi qui va permettre la création de sociétés de colonisation. Ça arrive en même temps que Labelle est à Saint-Jérôme. Cette bourgeoisie regarde vers le nord pour l'exploitation des ressources et vous avez, au niveau politique, un terrain qui tombe où le gouvernement vote une loi pour permettre la création de sociétés de colonisation. Alors, l'une ni deux, qui s'intéresse à la société de colonisation? Le curé Labelle s'est dit, ça va donner mon véhicule pour coloniser le Nord. Et en même temps, il va s'associer politiquement à des personnages majeurs. Louis-François Rodrigue-Masson. Louis-François Rodrigue-Masson, c'est un député fédéral conservateur d'Ottawa, qui va devenir plus tard lieutenant-gouverneur. Et Louis-François Rodrigue-Masson, qui est un personnage important parce qu'il s'intéresse à l'Ouest, il défend les Métis de l'Ouest avec Louis Riel, il va être un protecteur de Louis Riel, Louis-François Rodrigue-Masson. Donc, immédiatement, Labelle est en connexion aussi avec l'Ouest. Et ce projet de colonisation, Louis-François Rodrigue-Masson va devenir le vice-président de cette société de colonisation, et avec le curé Labelle en tête. Et ces deux larrons-là, et comme plusieurs autres qui vont s'y associer au cours des années, vont travailler effectivement ensemble. Et ils vont regarder plus que le Nord et ses ressources, mais ils vont regarder aussi pour aller dans l'Ouest, pour rejoindre la colonie francophone qui est déjà là,
de Louis Riel et Monseigneur Taché de Saint-Boniface. Donc, tranquillement, comme vous voyez, c'est un enchevêtrement de faits, de contextes, qui fait que le curé Labelle, à mesure qu'il progresse, cette idée de colonisation-là se meuble. Parce que lui, comme la petite bourgeoisie, imaginez un curé à l'époque, il pense, on est à la révolution industrielle et on n'est pas loin. La révolution industrielle, c'est synonyme du chemin de fer. Le curé Labelle est pour le chemin de fer. Il travaille pour le chemin de fer, il va réussir à le faire venir de Montréal à Saint-Jérôme. Il va être en faveur des villes, des manufactures, des industries, le commerce, le tourisme, les pouvoirs hydrauliques, les mines. Donc, il y a déjà là, ce qu'aujourd'hui, on dirait, mon Dieu, on entend un député qui parle de programme de développement régional de son comté. Mais c'est carrément ça. Je pense qu'il y a peut-être un des initiateurs de créer Labelle, un précurseur du développement régional intégral, global. Il l'a vu. Mais il va y avoir des obstacles devant lui qui vont arriver très vite à Saint-Jérôme. Peut-on... le curé Labelle, pour arriver à ses fins, va faire des alliances, autant avec les libéraux qu'avec les conservateurs. Il va donc assumer un rôle politique, surtout en 1866, lorsqu'il est nommé sous-ministre de la colonisation et de l'agriculture sur Honoré Mercier. En 1980, oui. OK, pardon, excuse-moi pour la date. Dans ton livre, tu écris « Labelle se corrompt en acceptant un rôle politique ». Peux-tu développer là-dessus? Oui. Ben, en fait, écoutez, Labelle, il a essayé d'être au-dessus des partis politiques, mais c'est impossible. On sait bien qu'aujourd'hui, si on veut de l'aide financière, on attend qu'on se commette. Et lorsque on parle je vais juste en nommer deux, là, deux premiers ministres, parce qu'il y en a plusieurs, mais d'Adolphe Chapleau était un conservateur, on est remercié qu'il était un libéral, autonomiste, prononcé. Il a travaillé avec les deux. Et les deux étaient des amis du curé Labelle. Donc, autant du côté conservateur, ben, le curé Labelle, il se commet comment? Ben, il va devenir bleu. Il va faire campagne électorale aussi en faveur des conservateurs. S'il y a des affiches, il va en mettre, il va passer des pliants. Il va être proche des conservateurs, dont l'un qui est propriétaire d'un journal qui s'appelle Le Nord, Alphonse Nantel. Donc, c'est de la partisanerie politique, mais en retour, c'est parce qu'il veut un retour d'ascenseur. C'est-à-dire que ces projets de colonisation, ça se fait pas... ça se fait avec beaucoup d'argent, donc... au retour, ben voilà, il y a de l'aide financière pour le chemin de fer, pour ces routes, pour ouvrir les cantons, pour arpenter. Donc, quand Adolphe Chapleau, ben il donne toute cette aide-là. Il va être un ami d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, au curé Labelle. Ben, autant lorsque c'est Honoré Mercier. Et Honoré Mercier, on n'est plus du tout dans le conservatisme, là, on est dans le libéralisme. Là. Et Honoré Mercier qui va appuyer Louis Riel, qui va dénoncer les conservateurs, les pendards qu'il va appeler, qui va faire des grandes assemblées ici à Montréal pour dénoncer la pendaison de Louis Riel, qui va être un autonomiste provincialiste et qui va nommer le curé Labelle sous-ministre de la colonisation en 1888. Sous-ministre, c'est un curé. Il va donc des ressources naturelles, la colonisation, donc des affaires qui préoccupent le curé Labelle et son projet de société qu'il a pour les Canadiens français. Et avec Honoré Mercier, qui vont devenir là aussi deux grands amis. Honoré Mercier, comme Adolphe Chapleau, vont financer le curé Labelle pour aller en voyage en Europe. Donc, Labelle va aller en France, en Belgique, en Suisse, financé par Adolphe Chapleau un temps, avec les conservateurs, et d'autre part, un autre temps avec le libéral Honoré Mercier, se retrouve en France. Et c'est la France industrielle, là, hein? Si vous pensez à la Tour Eiffel, mais durant du curé Labelle, la Tour Eiffel était là, là. Donc, lui, il revient avec des idées qui empruntent de l'Europe, et il va y être presque plus d'un an et demi en Europe, le curé Labelle. Et je ne sais pas si je devance, mais il va être reçu là-bas, le curé Labelle. Écoutez, tout le monde se l'arrachait en Europe, là, hein. En Belgique, en France, en Suisse, il y avait un agenda du matin au soir et dans toutes les sphères de société, hein, autant les bourgeois, les scientifiques, les aristocrates, les mondes du clergé, on voulait tous entendre parler de cette présence francophone en Amérique
et dont le curé Labelle en était un porte-parole. Et le curé Labelle, il était, imaginez, aussi avec des mandats politiques. C'est ça un peu quand on dit coron, c'est que il y a des mandats politiques qu'Honoré Mercier va lui donner, de mettre sur pied, de créer des comités commerciaux, donc de voir à des prêts, à régler des biens comme les biens des Jésuites, même pour l'Église. Donc, aller recruter des commerçants, des industriels européens. Donc, il revenait même avec des délégations ici au Canada, avec ces gens qui avaient réussi à convaincre à venir investir ici au Québec et au Canada. Donc, et bien pour ça, oui, on va l'haïr aussi parce que lorsqu'on va les conservateurs vont voir le curé Labelle aller du côté des libéraux, il va se faire traiter de traître, de transfuge, de vendu, et les conservateurs vont lui faire une misère énorme. À Labelle, ils vont lui faire la visure. Labelle avait des projets, mais on va essayer de mettre maintenant des bâtons dans les roues, les conservateurs. Donc, c'est ça, Labelle a voulu être au-dessus de la mêlée, mais c'est impossible, en fait, à quelque part. Quand on veut porter le pays sur ses épaules, tu te commets, et en te commettant, mais tu te corromps en même temps, là, hein? Tu te rends des services et retour d'ascenseur qui arrive. Hein? Pour ce qui est de l'Église, est-ce que le curé Labelle a eu des ambitions ecclésiastiques dans le sens que je pense qu'il a voulu devenir évêque à un moment donné? C'est-à-dire qu'on a voulu le rendre évêque. Ah, on a voulu le rendre évêque, Ouais. OK. Le curé Labelle, c'est que, c'est quelqu'un qui a maintenant été même envoyé par le diocèse de Montréal à régler des problèmes qui concernaient l'Église. Et tranquillement, en colonisant le Nord, parce qu'on est rendu maintenant, écoutez, dans cette période-là, de 1880, il y a déjà une vingtaine de paroisses dans le Nord. On a colonisé presque à la hauteur de Mont-Laurier, là. Alors, tu as déjà, il faut voir qu'il y a presque 5000 personnes qui sont dans le Nord maintenant. Et pour le remercier, le pape Louis XIII, Léon XIII. Léon XIII. C'est Léon. Oui. Léon XIII va, pour reconnaître ses services à l'égard de l'Église, va le nommer protonotaire apostolique. Protonotaire apostolique, c'est un titre honorifique. C'est pas tout à fait un évêque, mais ça donne l'idée. Parce que le curé Labelle, éventuellement, il était... il faudrait lire mon livre parce qu'évidemment, quand on le formule, mais il était très proche aussi de Monseigneur Duhamel et Monseigneur Taché. Monseigneur Duhamel qui est à Ottawa, Monseigneur Taché à Saint-Boniface. Et on voulait créer un mouvement maintenant qui amenait les francophones vers l'Ouest. Alors, Monseigneur Duhamel et Monseigneur Taché voulaient qu'on crée un diocèse dans le Nord. Et ce, pour une progression démographique, pour attirer les gens à monter dans le Nord, pour aller dans l'Ouest, après, à Saint-Boniface. Et ça, bien évidemment, le curé Labelle, Monseigneur Duhamel, va lui parler beaucoup d'avoir un diocèse dans le Nord pour consolider celui d'Ottawa et d'en devenir aussi son suffragant, d'être rattaché à Monseigneur Duhamel d'Ottawa. Et et le curé Labelle était bien d'accord avec ça parce qu'il s'entendait plus très bien avec celui de Montréal, Monseigneur Fabre. Et là, étant nommé, évidemment, protonotaire apostolique, tout le monde l'incite et l'invite en disant, mais là, il ne reste qu'une marche à faire, c'est d'avoir un diocèse. Tout le monde en veut. Même les citoyens du Nord en voulaient. Et le curé Labelle va souhaiter avoir un diocèse. Il va tout faire. Un diocèse à Saint-Jérôme. Toutes les personnes qui entourent le curé Labelle, niveau politique, Honoré Mercier, tous les gens au niveau du commerce, etc., appuient Labelle pour avoir son diocèse. Mais là, on rentre dans quelque chose de complexe parce que c'est l'histoire de l'Église, là. On est dans la hiérarchie. C'est pas un curé qui décide d'avoir un diocèse qui va en avoir un. C'est les autorités, ça passe d'abord par l'évêque. L'évêque de Montréal est concerné. Si on crée un diocèse à Saint-Jérôme, ça veut dire que l'évêque de Montréal devra démembrer son diocèse. Il devra céder une partie de son territoire pour créer celui de Saint-Jérôme et devenir un diocèse distinct. Monseigneur Fabre va s'y opposer, mais totalement. C'est une guerre ouverte, là. Quand je dis guerre ouverte, là, vous devriez lire les lettres de Monseigneur Fabre contre le curé Labelle. C'est de la poésie, mais acerbe. Je dis, c'est très intéressant de lire les lettres. Et on n'y va pas de main morte. On va dire que Labelle est un danger dans l'Église. Et ça, rapporté au pape, là, Léon
XIII. On lui dit que c'est un homme dangereux, le curé Labelle. C'est un rouge, un libéral. Donc, qu'il faut absolument s'en débarrasser. Et exiger même que le curé Labelle retourne à Saint-Jérôme, démissionne de sa tâche de sous-ministre et s'en tienne maintenant qu'à sa paroisse et abandonne tous ses projets de colonisation dont on a un peu parlé, d'aller coloniser jusque dans l'Ouest. Et malgré tous les efforts que va se faire, même on aurait remercié le premier ministre du Québec, etc., malgré tous les rapports qui vont se faire et qui vont être déposés à Léon XIII, le pape, dans la hiérarchie, bien, il va plier en faveur de Monseigneur Fabre. Et Monseigneur Fabre, qui veut absolument que Labelle revienne dans sa paroisse à Saint-Jérôme, il abandonne tous ses projets. Mais c'est ce qui va se passer. Monseigneur Fabre, après une grande lutte, va réussir à ce que Labelle retourne à Saint-Jérôme. Labelle, il est forcé, il va démissionner de son poste de sous-ministre. Il veut tout abandonner. Là, Labelle, c'est le découragement total. Il veut vraiment quitter même Saint-Jérôme. Et c'est dramatique, hein, parce que Labelle, quand il reçoit cette lettre-là, c'est en décembre 1889. On est en décembre 1889. Il reçoit cette lettre de Léon XIII qui lui dit que il devra abandonner tous ses projets, son poste de sous-ministre, de retourner à Saint-Jérôme. Eh bien, le curé Labelle décède 2 semaines après. Donc, janvier 1891. Et plusieurs vont avoir associé chez les historiens ce projet d'un diocèse qui était pour Gabriel Dussault, dont on mentionnait tout à l'heure son nom. Gabriel Dussault, lui, c'est ce qu'il dit. Dans le messianisme, pour un membre du clergé, la création d'un diocèse, c'est comme la finitude, l'accomplissement pour un curé. De voir s'écrouler ce projet de diocèse pour un clergé, c'est comme la trahison de l'Église contre un curé. C'est-à-dire que la hiérarchie s'est tournée contre lui. Et ça, c'est la position de Gabriel Dussault. Plus prosaïquement, je dirais qu'il est tout simplement mort, s'il y en a qui veulent le savoir, d'une hernie ombilicale suite à une opération qui a mal tourné. Alors, si on veut être au niveau médical et objectif, il est mort d'une simple mort, d'humain, d'une hernie qui a négligé, tout simplement. Mais évidemment, au niveau des représentations symboliques, non. Tous ses amis vont parler qu'avec cette nouvelle qui arrive de Rome, tout s'écroule. Et Arthur Buy, qui est de ses meilleurs amis, va maintenir cette proposition-là, qu'il est mort suite à cette nouvelle qui l'aurait complètement terrassé. C'est une fin qui est quand même assez dramatique pour un homme qui a tant fait pour la survivance des Canadiens français. Et je crois que c'est une fin très amère qu'il connaît. Et je voudrais citer une preuve d'archives qui était publiée dans ton livre. C'est une lettre du curé Labelle envers un de ses amis vers la fin de sa vie, c'est-à-dire alors qu'il traverse toute cette tempête, alors qu'on lui demande sa démission et tout cela. Il va écrire ceci à son ami. Les jus est plus serré qu'on ne pense, si je n'en crois les rumeurs. Monseigneur de Montréal, c'est Monseigneur Fabre, est plus mécontent qu'on ne pense contre moi et les conservateurs sont aigris au plus haut point. Il pourrait bien se faire qu'il y ait eu entente entre Monseigneur de Montréal et les Bleus pour me faire une guerre à mort. J'ai pu marcher droit et la tête haute, j'ai mis les biens de mon pays avant tout. Rome m'a approuvé en tout point. Pourquoi donc m'en vouloir parce que je ne suis pas aussi bête que mes adversaires, parce qu'ils ne trouvent pas leur compte dans ma conduite? Faut-il que je me conduise d'après l'étroitesse de leur vue, leur ambition, leur bassesse, leur basse passion, leur jalousie, leur perfidie pour mériter leur estime? Sans ce rapport, leur haine m'honore et je dédaigne leur estime, leur amour est gâté par les venins qui les animent. Wow! C'est juste la preuve dans l'écriture, la littérature qu'il y avait à l'époque. Et c'est un membre du clergé qui écrit, là. Hein? Fait qu'on n'est pas dans l'angélisme. Et c'est tout à fait comme ça. On avertissait le curé Labelle dans les lettres. Et j'en ai lu énormément. Écoutez, c'est une synthèse qui ne fait pas 200 pages. Mais pour écrire un livre, vous partez quasiment avec un manuscrit de 1000 pages. Mais vous allez donner le jus qui donne 200 pages, l'essentiel de ce qu'il faut
raconter. Et dans ces 1000 pages, les nombres de lettres que j'ai lues, de coups de couteau dans le dos, qu'on écrivait comme ça. Et vous êtes, à quelque part, quand vous écrivez un livre, puis vous êtes proche d'un personnage, et qu'avec objectivité, j'ai gardé des distances, ça vous rend un personnage humain, dont tu mentionnais. Effectivement, c'est très humain. Ces contradictions, ces paradoxes dans une église qu'il avait au début tout le feu vert et qui se retrouve maintenant avec un feu rouge avec Monseigneur Fabre et qui fait une guerre meurtrière. Et tous les gens autour de lui, même les vicaires du curé Labelle, l'avertissaient surveillez-vous. Les gens, il l'appelait, même le Monseigneur Fabre, on l'appelait l'aiglon de Montréal. Oh. L'aiglon de Montréal qui s'attaque à la colombe, qui est le curé Labelle, une grosse colombe. Mais donc, non, c'est extrêmement. C'est pour ça que je dis que le goût des archives vous fait découvrir tout à fait autrement l'histoire qu'on vous a racontée. Et moi, ce qu'on m'avait raconté depuis mon cégep et jusqu'à l'université, puis après, quand vous allez avec les archives, c'est fou à quel point vous pouvez soulever les pierres et c'est toute autre histoire que vous découvrez. Et c'est pour ça qu'une histoire n'est jamais finie. Moi, quand j'étais en histoire, je croyais que tout avait été écrit, naïvement. Au cégep, je croyais que tout avait été écrit. Puis j'allais des synthèses à une autre. Puis finalement, si vous persistez dans une matière, vous en devenez quelque part relativement un spécialiste, vous apercevez qu'il y a une forêt en arrière d'un arbre puis, qui est à découvrir. Et c'est ce que Labelle m'a permis de découvrir. Je ne sais pas si tu vas aborder la question autochtone. Oui, j'arrive. C'est la prochaine. Parce que quand on parle d'un personnage, ce n'est pas l'apologie de la colonisation qu'on fait. OK. Objectivement, il faut avoir aussi les enjeux qu'il y a à divers niveaux, au niveau national. Je comprends, la petite bourgeoisie aussi. Les compagnies de bois, les compagnies forestières, on peut en parler longtemps. Mais il y a en arrière aussi un prix à payer très cher. Oui, à ces propos, oui. Okay. Quand tu abordes la mission des Nominang, d'accord, tu cites tu fais quelques références au peuple autochtone, notamment quand tu dis les potentiels de cette région étaient connus des Anishinaabe. Pour les Algonquins, Labelle était un autre oppresseur. Et finalement, tu dis les Premières Nations payent les prix forts de la colonisation. Ma question est la suivante. Quelle était la mission des Labelle des Autochtones? Ne voyaient-ils pas un même combat pour la survivance du peuple qui partageait une histoire quelque peu commune, c'est-à-dire du peuple conquis par des conquérants qui venaient de l'étranger, et les deux soumis à leur survivance? Ne voyait-il pas cela? Je savais que tu allais poser la question de Danilo, mais je l'ai comme pas passé à côté. Parce que ça a toujours été une préoccupation pour moi, les Autochtones. Oui, dès ma première année au cégep, tous les travaux de Rémi Savard, si vous avez à lire des autres. Quand j'avais commencé, moi, mon enseignement au cégep, parce qu'à quelque part, on écrit un livre, mais il y a beaucoup de nous là-dedans. C'est-à-dire, c'est notre personnalité à quelque part. Puis, et Rémi Savard, c'était quand j'ai commencé à enseigner à Mont-Laurier, les Autochtones étaient vus comme des fauteurs de troubles qui empêchaient les compagnies de bois à couper le bois. Et il y avait des préjugés énormes. Et moi, c'était ma première rencontre. C'était à Montréal. En tout cas, je pourrais en rencontrer beaucoup, mais cette rencontre-là avec les Anishinaabe, les Algonquins, dont quelques amis quand même. Puis, derrière cette épopée-là, qu'on appelle le Canada ou le Québec, les Autochtones n'existent pas. Et quand on parle du curé Labelle, ça n'existe pas. Quand vous regardez les téléséries qu'on écrit sur eux, Bill Wabo, qui est un petit bandit autochtone, mais il n'existe pas. Et moi, quand je suis arrivé à Mont-Laurier, justement, et que j'ai commencé mes monographies, il faut revenir, ça a été ma rencontre avec les Métis là-bas. Puis quand j'ai abordé effectivement la colonisation, on est dans une logique coloniale, et qui est de prendre le territoire de l'autre. Et déjà, avant que Labelle n'arrive en 1868 à Saint-Jérôme, le travail avait été pratiquement fait. Depuis le Canada uni, des années 1850, il y avait déjà des lois qui avaient été votées à l'égard des Autochtones pour les civiliser. Et on avait déjà créé les réserves. Donc, par exemple, à Mont-Laurier, la réserve de Maniwaki, Kitigan-Zibi, à Maniwaki, était déjà créée en 1853. Donc, c'est bien avant l'arrivée des colons blancs qui arrivent sur le territoire. Donc, on avait déjà commencé à régler le sort des Autochtones, à sceller leur sort. On les avait déjà parqués dans des réserves. Mais ceux qui voulaient bien y aller,
parce que les Anishinaabe, plusieurs, ne sont pas allés dans les réserves. Et quand le curé Labelle arrive avec les colons blancs, il y a beaucoup d'Autochtones qui sont là, les Anishinaabe. À Nomineng, ils sont là, ils sont des centaines. Là. Il n'y a pas encore un... Après les compagnies forestières qui ont commencé à créer le trouble, pour les Autochtones, je parle, du point de vue autochtone, les colons, ils ont pris le territoire. Ils ont délogé. Des territoires qui appartenaient à les Weskalini, qui est une des tribus Anishinaabe. Et ils ont délogé. Et puis, tu as des statistiques qui montrent très bien qu'il y était une centaine juste à l'Annonciation, et puis qui sont plus que 20 10 ans plus tard. Et les Autochtones, le travail a commencé d'abord, il y a les réserves qui sont là déjà créées en 1853 à Maniwaki, mais déjà les compagnies de bois étaient là dans la forêt de l'Outaouais dès 1820. Déjà, donc, les compagnies de bois avaient déjà des cohortes de bûcherons, de draveurs qui coupaient vraiment la faune et en même temps entraînant avec ça des désastres à l'égard de la flore par la forêt. Et c'est des centaines de bûcherons et de colons qui ont envahi le territoire. Et malgré les protestations des Autochtones, des Anishinaabe, malgré les protestations à Ottawa auprès des compagnies pour les arrêter, pour dire la dévastation qu'ils faisaient de leur territoire, de leur culture en général, on passait outre. Aucune compagnie de bois ne voulait rien entendre de leur requête, encore moins les gens de la Chambre des communes. Ils étaient abandonnés à leur sort. Ils réclamaient des terres, les Autochtones, non seulement les réserves, mais je découvrais, par exemple, hors des réserves, les Autochtones et les Anishinaabe réclamaient des terres dans les Laurentides. On leur a toujours refusé. Et moi, j'ai tombé, je cite d'ailleurs une des pétitions dans mon livre, une pétition dans laquelle, effectivement, ils réclament une terre, puis on le refuse. Et les compagnies forestières, comme les Hamilton, exemple, les McLaren, allaient installer des grandes fermes agricoles. Des fermes agricoles, ça comprend des bâtiments, des gens qui demeuraient là à l'année. Et très souvent, ces fermes-là agricoles étaient installées là où les Autochtones avaient déjà occupé les lieux, des clairières qui avaient aménagé les territoires. Donc, ce n'est pas un hasard que les fermes agricoles vont aussi dans des territoires que les Autochtones occupaient déjà, qui avaient déjà un aménagement. Donc pour les Autochtones, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer qui sont encore très présents, les Métis, dans les Hautes-Laurentides. C'est sûr que pour eux autres, c'est dramatique quand on parle de la colonisation. Et moi, je leur ai fait une place dans le livre, cette part autochtone, parce que derrière une région, derrière un pays, les peuples autochtones, ils ont payé aussi le prix d'avoir été dépossédés. Donc, je ne suis pas surpris quand, par exemple, on est encore dans les négociations. Les Autochtones du Nord que j'ai connus, moi, les Anishinaabe, et qui avaient des conflits, puis qu'à Mont-Laurier, quand j'enseignais là, on me demandait de présider des tables. Et les Autochtones essayaient de s'arranger avec les compagnies de bois pour avoir une redevance. Vous coupez le bois de chez nous. Donnez-nous une redevance. Un montant sur la prise de bois coupé et vendu. Ils n'ont jamais voulu. On s'entendra bien qu'ils n'ont jamais voulu. Et c'est encore conflictuel. Au lac Barrière, c'est une des réserves dont vous avez peut-être entendu parler, qui n'ont même pas d'eau potable. Alors, on est encore en 2022. Ces gens-là qui sont battus, que j'ai connus à Mont-Laurier, ils n'ont pas encore d'eau potable. C'est quand même... c'est quand même intolérable d'entendre ça aujourd'hui. Tout à fait, oui. Alors voilà, c'est ça pour la question autochtone. Je leur ai fait une petite place dans le livre. Et le curé Labelle, ses relations avec les Autochtones, très ambiguës. Parce que c'est un curé. Un curé, c'est des conflits de cet ordre-là, par exemple, à l'égard de Louis Riel et les Métis. Le curé Labelle appuyait les francophones et les Métis de l'Ouest plus facilement. Lorsqu'il arrivait chez lui, là, c'était comme la survie culturelle, la survie des Canadiens français qui prenait le dessus. Là. Alors, les Autochtones l'aidaient à explorer le Nord, à guider. Ils étaient là pour l'accompagner même dans des messes à des chefs autochtones. Mais Labelle, sa priorité, c'était la partie francophone, de la survie culturelle des Canadiens français, qui est passée au-dessus des Autochtones. Mais dans tous les documents que j'ai lus, des archives de Labelle, il n'y a jamais eu même un mot visant les Autochtones pour les écarter, pour les opprimer. Donc, il n'existe tout simplement pas. Pour lui, on peut dire,
qui n'existait presque pas. OK. Je vais t'amener sur un autre terrain. On sait que le curé Lavelle pardon, a fait 2 voyages en Europe. Il était très bien reçu, surtout en France. Il va développer des réseaux, des contacts quand même assez importants. Ma question est la suivante. Quelle était la vision que les Français avaient du curé Labelle et de la survie ou de la survivance des Canadiens français? Je m'explique. Est-ce que pour les Français, c'était une question de la survivance des Canadiens français ou c'était plutôt une question de prendre une revanche sur les Anglais? Et surtout après la rencontre qu'il a eue avec l'historien Rameau de Saint-Père, qui a écrit un livre qui s'appelle La France aux colonies. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bien, d'abord, effectivement, je dirais que les Français, encore aujourd'hui, hein, on est une curiosité. OK. Un peu surpris de voir qu'il y a encore des francophones en Amérique du Nord qui avont survécu. Et tu vas bien de mentionner Rameau de Saint-Père, parce que Rameau de Saint-Père, c'est un historien français. C'est vrai. On est en 1860. Et en 1860, il faut le placer, on est avec l'Empire de Napoléon III. Et Napoléon III veut restaurer l'Empire ancien, l'hégémonie. On a des idées de grandeur hein, encore aujourd'hui. Alors, et cette époque-là, ben, l'historien Rameau de Saint-Père s'intéresse à ce qu'a été la Nouvelle-France. Alors qu'on avait coupé les liens avec depuis 1760 avec la conquête. Et Rameau de Saint-Père, dans le cadre de ce projet d'hégémonie francophone de retour aux anciennes colonies françaises, Rameau de Saint-Père se tourne vers l'Amérique sans la connaître et il découvre les Acadiens, les Canadiens français qui sont au Québec, dans l'Ouest, aux États-Unis, très nombreux. Et là, il redessine, il refait l'histoire en 1860. On est un siècle après la conquête, je le signale. Il fait cette histoire qui va devenir presque une Bible, La France aux colonies, son ouvrage. Et cet ouvrage va devenir un ouvrage de référence, un succès de librairie chez les Canadiens français. Autant notre historien François-Xavier Garneau, tout le monde va Étienne Parent, journaliste à Québec, tout le monde va s'arracher cet ouvrage. Dans cet ouvrage-là, c'est parce que les Canadiens français redécouvraient un peu de leur histoire, qu'on leur écrivait, que Rameau de Saint-Père a écrit. Et avec toute la démographie, hein, très sérieux comme ouvrage, très rigoureux, avec des statistiques, les démographies, où sont-ils, combien sont-ils. Et c'est dans cet ouvrage-là que Rameau de Saint-Père, il fait connaître aux Français l'existence des Canadiens français et des Acadiens. Et en même temps, Rameau de Saint-Père va aller loin. Dans son ouvrage, il va proposer, c'est lui qui propose la colonisation de l'homme au titre de s'emparer des terres de la vallée de l'Ottawa au Manitoba. Et ça vient de Rameau de Saint-Père. L'idée vient de lui. Donc, ça vient de français. Et Rameau de Saint-Père, à ce moment-là, il écrit dans son livre cet ouvrage en 1860. Le curé Labelle, en 1860, il va rencontrer Rameau de Saint-Père. Ils vont devenir des amis intimes, au point que Rameau de Saint-Père, le curé Labelle va devenir le bras de Rameau de Saint-Père. De l'idée, c'est la praxis. Le curé Labelle va effectivement mettre et réaliser ce projet de la vallée de l'Ottawa au Manitoba. Et Rameau de Saint-Père, français, il va venir donc à Montréal faire une conférence. Le curé Labelle va le rencontrer. Et le curé Labelle va l'amener à Neumineng, il va l'amener à Témiscamingue, il va le présenter le Canada, ce qui existe. Et donc, les Français, de leur côté, ils apprennent tout par cet ouvrage. Le curé Labelle va être à ce moment-là financé par le gouvernement fédéral, le premier voyage en 1885 et en 1890 par le provincial, aller à Ottawa, aller en France et en Belgique et en Suisse. Il va être vraiment, les Français vont l'adorer. Il n'y a pas un journal. D'ailleurs, si vous regardez Le Devoir, Jean-François Nadeau commence justement parce qu'on a accès, maintenant c'est la beauté de la numérisation. On a accès maintenant aux journaux français. Et Jean-François Nadeau a commencé dans Le Devoir à publier des articles sur le Québec et comment était vu le Canada par les Français. Et il a même publié dernièrement une série d'articles sur le curé Labelle, tirés des journaux de l'époque en France. Et c'est dithyrambique, carrément. C'est dithyrambique. Les gens, comme je le mentionnais tout à l'heure, ils veulent que la vieille France aide ce qui reste de la France, le rameau français ici au Québec. Donc, c'est la vieille France qui veulent. Il y a un regret.
C'est bien avant Charles de Gaulle, en 1967. On pense que le Québec a été découvert par Charles de Gaulle. Non, pas du tout. Les intellectuels s'intéressent au Québec au 19e siècle depuis très longtemps. Et Rameau de Saint-Père, un des premiers rarement on le cite. Mais les Français vont vouloir réparer. Donc, c'est pas nouveau. Les vieux concepts, on pense que c'est une jeune. Non. C'est des vieux concepts. Réparer ce que la France se sent comme a eu le tort d'abandonner les francophones. Donc, il y a tout ce regret-là. Il va y avoir des gens comme Hector Fabre, qui est un commissaire général du Québec en France, qui va défendre lui-même, dans ses propres mots, le retour de la Nouvelle-France. Alors, vous avez un ambassadeur qui est en France, Hector Fabre, qui est un grand ambassadeur, un grand personnage, qui va effectivement défendre cette idée de reconquête du territoire français du Canada d'autrefois. Et il va y avoir des associations, l'Ami des Français, des sociétés qui vont se créer, des Français et des Belges, pour recruter des colons français et belges pour aller au Canada. Et si vous êtes au Québec, vous êtes moindrement sensible à la diversité francophone. D'ailleurs, c'est la semaine de la francophonie, je pense. La diversité francophone, bien, allez dans le Canada, vous allez avoir beaucoup de publications sur les racines suisses ou belges, jurassiens, etc., dans l'Ouest canadien, que vous pourriez à ce moment-là voir un peu plus cette période-là. Et combien ont été nombreux quand même les immigrants francophones qui sont allés immigrer dans l'Ouest canadien. Merci Richard pour tes réponses. Les temps filent. Avant d'ouvrir la période des questions, je tiens à vous préciser qu'il y a des petits coupons qui traînent sur les chaises. C'est un rabais de 25% pour l'achat de ces livres, du livre de Richard Lagrange, livre que je vous conseille fortement, surtout pour l'utilisation qui est faite des archives personnelles du curé Labelle. Pour nous, les historiens, c'est tout le temps intéressant de voir qu'est-ce qu'ils pensent les gens qui ont écrit l'histoire ou qui ont fait l'histoire. Donc, il y a des coupons rabais de 25%. Si vous voulez acheter le livre, prenez-les. Et il y aura aussi un tirage à la fin d'un ouvrage, je crois. Combien? 3. 3, excuse-moi, je vois mal. Il y aura 3 tirages pour se procurer les livres en question. Après ça, nous allons ouvrir la période des questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite fortement à vous présenter au micro. Alors, cher Richard, je ne sais pas si ça fonctionne, s'il faut. Il faut tenir. OK, sinon je vais parler fort. Cher Richard, content que tu sois là au Cégep Édouard-Montpetit. Vous êtes chanceux, je vous le dis, vous avez devant vous un grand historien. 2 questions rapides. La première, c'est sûr que tu es avec des étudiants de la Rive-Sud. Ouais. Et le curé Labelle, c'est le Nord. Je ne suis pas sûr oui, que mais il y a ces 2 paroisses aussi dans le Sud. Hein? Oui, non, effectivement. Mais est-ce qu'il y a un équivalent du curé Labelle sur la vaste zone Rive-Sud au 19e siècle? Quelqu'un qui pourrait, sans avoir l'envergure du curé Labelle, peut-être être une espèce de messager ou un diffuseur ou un prospecteur, qu'importe, de l'Église, quelque part, qui a pu jouer un rôle, sans être équivalent, mais de cette dimension-là, dans un premier temps. Deuxièmement, je quitte un peu le curé Labelle et je te ramène comme prof d'histoire, et tu t'intéresses beaucoup au 19e siècle. Est-ce que tu considères que dans notre cours, dans le cursus d'histoire nationale, le 19e siècle est probablement celui qui est trop négligé, comparativement, par exemple, au 17e, au 16e, peut-être au 20e siècle? Est-ce que le 19e est un peu une espèce de zone un peu trop fermée? Quand on écoute ce que tu racontes sur le curé Labelle, il y a énormément de choses qui se passent au 19e siècle. Je te laisse aller. OK. Pour la Rive-Sud, oui. Ben, j'ai écrit un ouvrage, l'histoire du Richelieu et Yamaska Rive-Sud à l'Institut québécois de recherche sur la culture. Donc, je raconte évidemment l'histoire de la Rive-Sud aussi. L'équivalent d'un Labelle, autre que le curé Labelle qui a été c'est la Rive-Sud un peu, l'équivalent. J'aurais de la difficulté à répondre à ça parce que la première chose qui me viendra en tête, en fait, la particularité, c'est pas nécessairement un prêtre en soi, mais un diocèse, c'est celui de Saint-Hyacinthe.
Saint-Hyacinthe est un diocèse on est dans la famille des Papineau, des Dessaules, dont Yvan Lamonde a écrit un livre d'ailleurs sur Dessaules, Antoine Dessaules. Cette ville-là, Saint-Hyacinthe, dans cette période-là, a joué un grand rôle dans les combats de libéralisme, d'avant-garde. Et je serais, à quelque part, porté à dire qu'il faudrait regarder le diocèse de Saint-Hyacinthe. Et les gens, parce que là, cet ouvrage-là, j'ai écrit il y a quelques années. J'ai bien oublié, évidemment, le nom des prêtres qui étaient là, qui professaient. Mais je parlerai plus d'un diocèse. Celui de Saint-Hyacinthe, qui est une mine d'or, d'ailleurs, à découvrir Saint-Hyacinthe à cette époque-là, au 19e siècle. Mais je n'ai pas un nom qui me viendra en particulier pour un prêtre, non. Mais pour parler du 19e siècle, et oui, le 19e siècle, on s'entend immédiatement aujourd'hui. Beaucoup de choses s'est décidé là. Le 19e siècle, c'est là que, moi je parle, on est avec un projet d'un pays qui était la période des patriotes de 1837-38, le projet du lac d'Union de 1840, qui est très important, qui a eu quand même à un moment donné, quand on parle de survie culturelle, une menace réelle de la gouvernance d'essayer d'assimiler les Canadiens français parce qu'on considérait que les Britanniques à l'époque étaient les plus progressistes de la civilisation occidentale. Mais c'est là que va se jouer la création du Canada, le pays dans lequel on vit. Moi, je dis que le 19e, c'est notre pays aujourd'hui. C'est là que ça s'est joué avec les débats politiques. Je vais vous donner juste un exemple. La question des minorités francophones hors Québec. On est là. Ça s'est décidé là. Parce que lorsque les pères de la Confédération se sont réunis, vous lirez les textes, ils croyaient que les protections culturelles qu'on a des anglophones ici allaient être les mêmes ailleurs pour les francophones hors des provinces. Et naïvement, les pères de la Confédération disaient la protection que notre minorité a ici, qu'elles ont ici, qu'elles bénéficient au Québec, faisons confiance. Les autres provinces qui sont créées vont sûrement répéter cette protection-là. Et ils n'ont rien signé nulle part. Eh bien, voilà, vous voyez que ce qui s'est passé, les minorités ne sont pas du tout protégées hors Québec, les francophones. Et de là, le curé Labelle était très visionnaire et toutes les ligues de l'époque, on est remercié. Vous voyez que si on ne réussissait pas à faire une étendue démographique des francophones, à convaincre les francophones qui immigraient aux États-Unis, à les convaincre plutôt d'aller coloniser l'Ouest, eh bien, c'était effectivement la minorisation qu'on voyait des francophones. Ils ne se sont pas trompés. De là qu'ils sont visionnaires. Ils le voyaient. Et Mercier le voyait immédiatement. Il voulait faire, effectivement, Mercier, le Québec, le pôle francophone du reste du Canada et des groupes francophones forts en dehors du Québec. Donc, le 19e siècle, pour moi, surtout en repassant par cet ouvrage-là, oui, c'est le pays qu'on a, c'est celui du 19e. Beaucoup d'idées politiques de l'époque qui sont discutées au 19e, mais vous allez voir beaucoup de ressemblances avec aujourd'hui. Vous allez peut-être trouver qu'il y a de la redondance. C'est les mêmes débats qui reviennent. Donc, oui, le 19e siècle, c'est une période que j'aimais beaucoup enseigner. Comme j'ai eu le plaisir, on en parlait tout à l'heure avec des collègues, moi, quand j'ai commencé à enseigner au cégep, j'avais une ouverture sur tous les cours d'histoire. Donc, j'ai donné l'histoire des États-Unis, l'histoire de la décolonisation, l'histoire du tiers-monde. On donnait l'histoire de la Chine, le Proche-Orient. Donc, j'avais ce qu'on appelait la cafétéria, mais j'ai eu un plaisir immense de connaître cette période. On pouvait enseigner énormément de cours d'histoire qui m'ont permis de parcourir beaucoup de lecture. Mais pour revenir qu'à quelque part, pour mieux revenir dans sa région, parce qu'à quelque part, vos expériences que vous aurez peut-être vivre, souvent sont déterminées sur la voie que vous n'y attendiez pas, comme moi, de me retrouver à Mont-Laurier, puis de rencontrer des sujets de recherche qui encore aujourd'hui m'habitent et dont je n'ai pas terminé encore ma quête, que je souhaite à tout le monde. Mais oui, pour moi, le 19e siècle est un moment charnière dans l'histoire du Québec et du Canada, là, inclus. Ouais. Merci, Richard. Y a-t-il d'autres questions?
Ben, je vous remercie d'être venu. Très gentil de votre part. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des étudiants pour un personnage comme celui-là. Et je vous souhaite un bon après-midi. Je tiens à remercier Richard pour sa visite et les féliciter pour son ouvrage, car c'est un excellent ouvrage. Bravo, Richard. Et merci beaucoup de ta visite. Dis-nous sonore en nous rendant visite.